Informé ce matin d'un changement au programme. Vous lisez dans le programme la présidence de la session Abel Kouvouama. Et Abel n'est pas président, c'est moi, Jean-Marc Larouche, car Abel fera une conférence. Il a accepté de remplacer Bernard Lahire, qui ne peut se présenter, ne peut être ici avec nous cet après-midi. Donc, je vous présente un peu la formule que nous suivrons cet après-midi. Chacun des conférenciers sera présenté et parlera pour environ 35 minutes, après quoi il y aura un échange avec le conférencier. Et puisque nous sortons du repas et que nous devons prendre une petite pause, après la première conférence, nous prendrons quelques minutes de pause et nous reviendrons pour les deux autres conférences de Abel Kouvouama et de Daniel Mercure. Alors, monsieur. Je vois qu'il y a une caméra. Est-ce qu'on va pas avoir accès à l'enregistrement de l'école? Oui, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer toutes les conférences ténières. Et puis, dans un deuxième temps, on va les héberger sur le site soit de l'AUF, soit, je pense, de Lausanne. Ça va être plus tard. Alors, voilà. Alors, notre premier conférencier, Jean Demeunk, de l'Université de Louvain, en Belgique. Jean Demeunk, ce matin, a signalé qu'il a été jusqu'à récemment président de l'école doctorale en sciences sociales de la communauté française de Belgique. Et il est l'auteur de plusieurs ouvrages, seuls ou collectifs. Et le titre de sa présentation cet après-midi, « La sociologie critique à l'école d'elle-même ». Jean Demeunk. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que je peux mettre ça là? Vous m'entendez? Oui? OK. Bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis très content et honoré d'ouvrir vos travaux, les travaux d'une si docte assemblée. Donc, le sujet que j'ai décidé de traiter très brièvement, parce que ça mériterait beaucoup plus qu'une petite conférence, ça mériterait beaucoup de discussions, c'est bien la question de l'avenir de la sociologie. Au sens large, nous sommes en 2010, la discipline a un peu moins, officiellement, disons, un peu moins de 2 siècles. Et voilà que de très vieux débats continuent de hanter cette discipline, et notamment un des débats très importants est celle de savoir si, c'est le débat de savoir si la sociologie doit être ou non critique. Alors je voudrais aborder cette question, d'autant que vous savez qu'il y a une certaine... Enfin, Raymond Boudon a fait un article en 2002 où, une fois de plus, j'ai beaucoup de respect pour Raymond Boudon, mais une fois de plus, il réaffirme sa conviction que la vraie sociologie, c'est celle qui est scientifique, qui est explicative, constative et explicative, qu'il prête d'ailleurs, on peut discuter la référence, ambition qu'il prête à Tocqueville, Weber et Durkheim, mais certainement pas à Karl Marx, ni même peut-être à Bourdieu, je ne sais pas en fait, s'il a Bourdieu dans le collimateur. Mais quoi qu'il en soit, donc, il réaffirme que la vraie sociologie, c'est une sociologie cognitive et pas une sociologie critique et pas une sociologie expressive. Quant au policy making, enfin, les fonctions caméralistes, comme il dit, de la sociologie, on ne sait pas très bien quel statut il lui accorde, mais il ne lui accorde pas un statut très éminent. Alors, je pense que, enfin, je dois vous dire que je suis personnellement en désaccord avec cette version de la sociologie. Je crois que je suivrai plus volontiers le président de l'association américaine des sociologues américains, Burawoy, qui a répondu à Boudon dans une adresse présidentielle très célèbre en faisant appel à une public sociology, sociologie publique,
qui assumerait pleinement ses fonctions critiques. Alors, c'est un débat qui peut apparaître comme un débat extrêmement théorique, mais en fait, c'est un débat extrêmement pratique, puisque vous savez qu'il y a un positivisme pratique qui continue de subsister dans notre discipline et que très souvent nous disons aux doctorants qu'ils doivent s'abstenir de tout jugement de valeur lorsqu'ils construisent leur thèse, qu'ils doivent mettre entre parenthèses les valorisations, les axiologies, pour s'en tenir aux faits, à l'objectivité, etc. Et donc ce positivisme pratique, qui est beaucoup moins pensé que celui de Raymond Boudon, est néanmoins extrêmement opérant. Et donc ce débat mérite, une fois de plus, d'être repris. Alors, pour simplifier les choses, je dirais que, au fond, en réfléchissant à cette notion de sociologie critique, je me suis dit qu'on pouvait, c'est ça probablement l'origine de beaucoup de malentendus sur la notion, lui donner trois sens, trois significations qui ne se recouvrent pas, mais, telle sera ma thèse, je pense qu'un programme de sociologie accompli inévitablement parcourt les trois étapes. Il est permis, dans la division du travail sociologique, de s'arrêter à une des trois étapes. Mais il se peut bien que, enfin, ça sera ma thèse, que le vrai projet sociologique a nécessairement un rapport avec ces trois moments. Alors, je distinguerai donc trois moments, trois significations de la critique. Une première signification, en remontant à l'origine du mot critique, Kant, Emmanuel Kant, le XVIIIe siècle. C'est le XVIIIe siècle qui est le siècle de la critique, ce n'est pas le XXe siècle. Emmanuel Kant a donné une première signification qui est une signification qu'à mon avis partage Raymond Boudon autant que moi, avec vous, avec n'importe quel sociologue. C'est une signification, je dirais, banale de la critique, à laquelle aucun sociologue ne peut échapper, qui est la critique épistémologique. Une sociologie critique est une sociologie qui est réflexivement consciente, qui interroge ses propres présupposés, qui travaille sur les notions de vrai et de faux, de conditions de possibilité de la critique. J'aimerais distinguer de ça un deuxième sens du mot critique, qui est plus conflictuel, je veux dire dans le monde de la sociologie, c'est le sens où la critique s'adosse à des normes pratiques, au sens philosophique du terme, c'est-à-dire à des normes de devoir-être, à des jugements de valeur, comme on dit. Par exemple, j'ai entendu que la prochaine réunion de notre réseau portera sur les inégalités sociales. Je suis très curieux de voir, et j'espère beaucoup, qu'elle sera critique, puisque dans la notion d'inégalité, il y a la notion d'égalité, et la notion d'égalité est une valeur morale et politique. Ce n'est pas un énoncé, un concept descriptif. Donc, c'est ce que j'appellerais le moment herméneutique. Je vais redéployer tout ça. Le moment où le descriptif et l'explicatif, inévitablement, font appel à du normatif. Et puis, il y a un troisième moment, qui est le moment qui n'est pas récent non plus, mais qui a été un moment extrêmement important dans toute l'histoire de la sociologie, et même dans son succès public. C'est le moment que je dirais jeune hegelien. C'est le moment où il ne s'agit pas simplement de s'interroger sur les conditions de possibilité de la connaissance, où il ne s'agit pas simplement de s'interroger sur le rapport aux valeurs, il s'agit de transformer le monde, comme l'a dit une très célèbre 11e thèse d'un auteur qui d'ailleurs l'avait fait disparaître dans ses caisses avant qu'elle ne soit retrouvée dans les années 27-30, dans la sortie de la 11e thèse. Il ne s'agit pas seulement de comprendre le monde, il s'agit de le transformer, ce qui pose des problèmes, évidemment, éminents à la sociologie. Je reprends les trois moments. Premier moment, donc il y a une origine kantienne, cette notion de critique. Vous savez que, bien entendu, la science distingue le vrai du faux sur base de preuves que l'on peut problématiser. Il faut savoir jusqu'à quel point une preuve est une preuve.
que c'est une vraie preuve. C'est la question de la méthodologie scientifique, induction, déduction. Mais à cela, à cette question fondamentale de la science, Kant ajoutait une deuxième question qu'on pourrait appeler une méta-question. Kant s'interrogeait sur les conditions de possibilité de la connaissance, les conditions de possibilité, et simultanément, une fois qu'on a détaillé les conditions de possibilité, on peut détailler aussi ce qu'il est impossible de connaître. L'un ne va pas sans l'autre. Dès que vous êtes épistémologiquement dans une réflexion sur ce qui rend possible la connaissance, vous déterminez simultanément ce qu'il est impossible de connaître et ce qui échappe à tout jamais à la science ou à une science en particulier si vous travaillez sur les conditions de possibilité d'une science en particulier. Et cette question, évidemment, accompagne toujours la réflexion sociologique. Il n'y a pas de sociologie qui ne pratique cette critique épistémologique sur ses propres capacités de connaissance. En ce sens, donc, la sociologie est toujours critique, y compris celle de Raymond Boudon. Je crois qu'il en tomberait totalement d'accord avec moi. Cela signifie aussi, soit dit en passant, levons de nouveau des malentendus, qu'il y a toujours une dimension de dévoilement dans la sociologie. Il y a eu une grande polémique, notamment à partir des années 80 à l'égard de Pierre Bourdieu. On a dit, mon Dieu, la sociologie du dévoilement, la sociologie qui va révéler quelque chose de nouveau, non su par les acteurs, c'est une sociologie véritablement autoritaire, transcendante, qui ne fait pas confiance aux acteurs. Mettons-nous bien d'accord. Mettons-nous bien d'accord. Même quand on ne suppose pas qu'il y a un inconscient structural, sans doute comme Pierre Bourdieu, il n'empêche, quand on est par exemple ethnométhodologue, ou qu'on fait de la sociologie compréhensive, il n'empêche qu'il y a toujours une dimension de dévoilement. Le sociologue apporte un savoir, et un savoir qui est non su. Il se peut qu'il soit structurellement possible de le savoir pour les acteurs. Peut-être a-t-on raison là contre Pierre Bourdieu. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas de sociologie, et d'ailleurs ça serait totalement inutile, qui n'apporte un savoir supplémentaire. Alors ça peut être un savoir sur des... on peut avoir une discussion très difficile, je le reconnais, sur la nature du non-savoir qui travaille dans le champ social. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose de structurel? Ou bien est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui est laissé par les acteurs, qui est, comme disait Garfinkel, vu, mais pas remarqué par les acteurs? Il faisait la distinction entre voir. Quand on est dans l'action, on voit des choses, mais on ne remarque pas tout. On ne prend pas tout en compte. Et le sociologue peut révéler ce qui est pris en compte justement par les acteurs dans le cours de leur action, mais qui ne leur importe pas dans le cours de leur action. Il n'empêche que, en faisant cela, le sociologue pratique une forme de dévoilement. Même quand Bruno Latour étudie la vie de laboratoire, il dévoile des pratiques qui sont justement non remarquées par les opérateurs, les acteurs eux-mêmes qui sont dans les laboratoires, à tel point que ça peut paraître comme une entreprise très défamiliarisante de la sociologie. C'est un peu comme lorsque, si vous voulez, vous passez derrière, vous regardez une pièce de théâtre et puis vous passez derrière et vous allez voir la machinerie. Au fond, le sociologue peut faire ça. Il montre la machinerie, c'est très bizarre. Du coup, ce qui est en train de se passer sur la scène change complètement de statut. Bien entendu, vous découvrez les machines, les décors qui montent, qui descendent, les ficelles, les trucs, le maquillage, les robes qu'on échange. Au fond, on peut faire ça, le sociologue peut faire ça. Mais même quand il fait ça, il y a une dimension de dévoilement. Donc, je pense que la question n'est pas de savoir s'il y a ou non dévoilement. Il y a toujours dévoilement. Néanmoins, donc, il y a une question qui, du coup, apparaît comme tout à fait cruciale, et j'en resterai là pour ce moment, on revient à ça dans la discussion, c'est de savoir quel est exactement le statut du réel.
quel est le statut du réel et de l'objectivité en sociologie. Alors là, évidemment, vous voyez bien que nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins, parce que, d'un côté, toute une série de présuppositions très naïves de l'épistémologie des sciences sociales, à savoir que nous allions pouvoir mettre la main sur la réalité sociale. Au fond, Marx avait quand même, dans beaucoup de textes, parfois il est très intelligent, Marx, il masque un peu les choses, mais même Bourdieu, si vous lisez bien Bourdieu, au fond, il y a très souvent cette idée qu'on va montrer ce qu'il en est vraiment de la réalité telle qu'elle est. Bon, je pense que ce réalisme-là n'est plus tenable. Mais néanmoins, il y a, néanmoins, le pôle inverse, à savoir l'interprétativisme généralisé, s'autodétruit. Si vous dites qu'il n'y a que des interprétations, alors la sociologie elle-même n'est qu'une interprétation, et elle se détruit comme ambition scientifique. On tourne toujours autour de ce paradoxe. Donc, probablement la voie à chercher, toujours grande référence au grand Emmanuel, c'est une forme de réalisme interne. Ce n'est pas parce que nous disons que la réalité est construite par le sociologue qu'il n'y a pas des critères d'objectivité qui permettent de déterminer le vrai du faux. C'est-à-dire que les conditions de validité sont internes à l'appareil épistémologique déployé. Il n'y a pas simplement la transcription d'une réalité extérieure, il n'y a pas non plus le jeu des interprétations qui sont prises à la dérive. Il y a effectivement un travail d'objectivation qui est fait par le sociologue, et je plaide beaucoup pour que les sociologues osent parler d'objectivité et continuent à oser parler d'objectivité sociologique, mais les critères de validité de ces constructions sont internes à la construction. Bon. La question de la critique n'est donc pas de savoir, j'ai dit tout ça pour en fait me débarrasser d'un aspect de la question, n'est donc pas de savoir si la sociologie doit être critiquement épistémologique. Bien sûr qu'elle doit être épistémologiquement critique. La vraie question arrive lorsqu'on se pose la question du rapport entre le jugement scientifique qui identifie le réel social et qui l'explique ou qui le comprend. Ça, c'est le premier débat. On explique, on comprend, on fait les deux. Vous connaissez ce débat. OK. Lorsqu'on rapporte donc cette critique scientifique, faut-il ou non la rapporter à des jugements de valeur? C'est ça la question fondamentale. Or, là-dessus, nous sommes terriblement embarrassés, puisque pèse sur nous un interdit, sur nous les sociologues, un interdit qui vient tout droit du XVIIIe siècle et qui est prékantien d'ailleurs. C'est l'interdit de Hume. David Hume, dans un raisonnement très célèbre, interdit le passage dans la même logique démonstrative d'énoncés factuels. Par exemple, tous les hommes sont... par exemple, je constate que les conditions de vie des Américains produisent de l'obésité. Ça, c'est un constat. Je peux montrer les rapports causaux. Mais dois-je déduire de cela, il faut lutter contre l'obésité? Hume a expliqué, bien sûr que non. On ne peut pas déduire de cela. Puisqu'on introduit un opérateur déontique, il faut qui n'est pas dans les prémices. Du fait de l'ensemble des faits, vous ne pouvez déduire aucune valeur. Vous ne pouvez déduire aucun énoncé, ni normatif, ni prescriptif. Et toute la... si vous voulez, si vous lisez Popper, par exemple, toute la réflexion épistémologique du positivisme se respecte l'interdit de Hume. La vraie objection vient de l'herméneutique. C'est ce que j'appellerais le moment herméneutique de la critique. La vraie objection consiste à dire, j'avais utilisé le terme qu'utilise Charles Taylor, puisqu'il y a quelques Canadiens ici, on peut rendre hommage à leur grand homme. Le terme qu'utilise Charles Taylor pour évoquer ce lien, il nous explique, Taylor, évidemment,
qu'il n'y a pas de lien logique, au sens de la logique formelle. La logique plane, donc Wittgenstein, vous savez, s'est débarrassé au milieu de sa vie, c'était le Tractatus. Bien sûr qu'il n'y a pas de lien logique, mais il y a un lien pratique, absolument inévitable. Il appelle ça la sécrétion de valeurs. Des énoncés descriptifs et explicatifs sécrètent. Vous pouvez jouer sur le mot. Inévitablement des jugements de valeur. Que voulait-il dire? Je vais vous donner un exemple. Prenez une sociologie très descriptive ou explicative, ou qui le prétend telle, comme la théorie du choix rationnel, qui désormais s'applique à la religion. Je parle d'un spécialiste. On explique les comportements religieux un peu comme l'achat et la vente de biens sur un marché, le marché des biens spirituels. C'est très puissant comme explication. Il y a des confirmations empiriques. On peut aller très loin avec ce paradigme, pas l'ombre d'un doute. Mais peut-on dire que ce paradigme est value neutral, est neutre en valeur? Lorsque l'on décrit le comportement religieux comme un comportement individualiste, de maximisation, n'est-on pas déjà en train de présupposer beaucoup de choses sur la valeur du religieux? Beaucoup de choses d'ailleurs très occidentales, hein, voire européennes ou américaines. L'idée que la religion est là pour maximiser notre satisfaction. Allez expliquer ça à un théologien de la libération en Amérique latine, il va vous rire au nez. Ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. En d'autres termes, même quand vous avez un paradigme de type descriptif et explicatif, il y a, comme dit si bien Taylor, une manière de sécréter, d'engendrer, par devers, des jugements de valeur, inévitablement. C'est d'ailleurs la clé, je crois, du succès de Bourdieu. Parce que Bourdieu n'a jamais prétendu être normatif. Mais vous lisez 3 lignes de Bourdieu, vous êtes en colère contre le monde. Il n'y a pas moyen de lire Bourdieu autrement. Ça, c'est parce qu'il utilise des mots qui engendrent inévitablement des attitudes et des jugements de valeur. Je vais le dire encore autrement. Les philosophes analytiques ont beaucoup souligné le fait qu'il n'y avait pas seulement un langage descriptif et un langage clairement normatif. Si je vous dis « vous ne pouvez pas tuer », c'est normatif, c'est clair. Si je vous dis « le chat est sur le paillasson », c'est parce que c'est l'exemple qu'ils adorent, ben ça c'est descriptif. Oui, mais si je vous dis « Pierre est lâche », ou « Pierre est courageux », à ce moment-là, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que d'un côté, je peux vous donner les preuves que Pierre est lâche, qui trahit ses amis. Je peux vous fournir des faits. Mais, dans l'idée de lâcheté, il y a un jugement de valeur. Si vous dites qu'il est courageux, qu'il est lâche, incontestablement, ça relève du monde des normes. Le langage évaluatif, c'est celui qui mélange. Il mélange les concepts normatifs et les concepts descriptifs. Le point qui nous intéresse, c'est que la majorité des écrits des sociologues sont écrits en langage évaluatif. C'est le cas de, si vous lisez Bourdieu, je vous le disais, vous lisez Marx, vous lisez Tocqueville. C'est un point qui échappe à Raymond Boudon. Vous lisez Weber. Tout le langage est évaluatif. Alors la question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on fait avec les contenus normatifs? Est-ce qu'on cherche à tout prix à les éliminer, désespérément, pour qu'ils nous rattrapent de toute façon au tournant de la rue, ou est-ce que nous sommes plus rationnels? Pas moins rationnels, plus rationnels. Et que, ne pouvant les éliminer, nous nous décidons à les fonder. C'est ici qu'il y a un enjeu crucial pour la sociologie d'aujourd'hui. Il est peut-être temps d'accepter que la sociologie doit avoir une base normative aussi sérieuse, développée, explicite,
que sa base épistémologique. Il est peut-être temps de penser que la sociologie, quand elle parle d'inégalité, doit avoir une certaine idée de l'égalité, et que cette idée est normative. Que quand elle parle de corruption, fait de la sociologie politique, elle doit avoir une certaine idée du bon gouvernement, de ce que c'est un gouvernement démocratique, un gouvernement transparent. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce pourquoi je plaide, c'est que, au fond, c'est l'idée suivante. Après le grand fracas des philosophies de l'histoire, qui se sont effondrées dans les années 60 et 70, désormais, nous devons imaginer une reprise en charge des contenus normatifs de la sociologie et non pas imaginer que parce que la philosophie de l'histoire est tombée, nous rentrons dans le monde de l'explication sans normes du monde. Ce qui a été toute une tendance, évidemment, après la fin des philosophies de l'histoire. Est-ce tout? Non, il y a un troisième aspect. C'est d'habitude celui pour lequel je connais les étudiants, je me connais moi-même et mes collègues. C'est d'habitude celui à partir duquel on rentre dans la sociologie. Et il est absolument désastreux de constater que la discipline fait tout pour éradiquer et neutraliser cette motivation. Cette motivation, c'est celle qui consiste non seulement à vouloir analyser le réel social, non seulement à vouloir l'évaluer, mais également à vouloir le transformer. Je renvoie là à la célèbre discussion de Karl Marx dans le cercle des jeunes hegeliens. Je resitue brièvement. Hegel fascinait les jeunes intellectuels allemands. Ils pensaient ces jeunes intellectuels, que Hegel avait fait la théorie la plus parfaite qui soit, mais le monde restait imparfait. Le monde n'était pas à la hauteur de la théorie. Le monde était injuste, inégal, non émancipé, non réflexif, non conscient. Et Hegel nous avait bien montré que tel était le destin de l'esprit humain. Et donc la question qui s'est posée, c'est comment va-t-on transformer le monde? Dans ce cas-là, vous voyez, c'est très différent de la critique kantienne. Très différent. Il ne s'agit pas de revenir sur les opérations de connaissance. Il s'agit cette fois de rentrer dans la négation du monde, dans sa transformation. Et la catégorie de négation a été centrale dans tout ce courant jusqu'à l'école de Francfort. Marx se moquait beaucoup de ses copains, je dirais ses copains, jeunes hegeliens qui lisaient Bauer, Stirner, enfin tous ces jeunes hegeliens. Pourquoi il s'en moquait? Parce qu'il disait, Marx, ils ne savent pas ce que c'est le réel. Ils sont des idéalistes. Ils ont bien compris que le monde n'était pas adéquat à ce que nous voulions, à nos ambitions, à notre passion. Ils ont compris ça. Ils ont compris qu'on pouvait transformer le monde, mais ils ne savent pas comment. Parce que qu'est-ce qu'il leur manque? Une science de la société. C'est ça qu'expliquait Marx. Il manque une science de la société. Si on peut saisir le mouvement social, alors on pourra l'orienter, ce mouvement social. Je pense que c'est une des origines fondamentales de la sociologie et que Raymond Boudon a bien tort de vouloir neutraliser la sociologie par rapport à cette origine absolument fondamentale. C'est en ce sens que la sociologie participe du projet moderne lui-même. Ce n'est pas simplement une science dans la modernité, mais devient une science de la modernité, au sens du génitif à la fois objectif et subjectif. Évidemment, quand Marx a posé la question, il a apporté une réponse qui a fait long feu, puisqu'il s'agissait de repérer un acteur critique. Il s'agissait de lier la critique, la sociologie critique, à un acteur qui était lui-même critique et qui n'était pas sociologue, c'était le prolétariat. Donc on devait se lier avec un groupe précis, un groupe bien repéré, le prolétariat,
Vous connaissez cette histoire, ça a fait long feu, mais enfin, ça s'est transformé tout aussi bien. Touraine, je crois qu'on peut lui rendre hommage d'avoir compris à une conjoncture historique précise que, effectivement, l'acteur critique devenait pluriel. C'était une affaire de mouvements sociaux. Mais enfin, le couplage du sociologue avec l'acteur critique était toujours bien là, à l'horizon de la pratique sociologique. Je pense que nous sommes toujours dans cette conjoncture, même si nous avons appris désormais, grâce à Boltanski et Thévenot, que tous les acteurs peuvent être critiques, ou que tous les acteurs ont des compétences critiques, qu'il ne faut pas nécessairement être un écologiste ou une féministe dans le monde de 2010 pour être critique, ou potentiellement critique, puisque, c'est ça la justification, c'est des actions fondamentales, chacun a des compétences critiques à l'extérieur du sociologue. De là vient un débat que je vais simplifier en disant, vous allez le reconnaître, est-ce que désormais nous devons nous contenter, puisque les acteurs sont critiques, d'une sociologie de la critique? Nous pouvons, sociologues, renoncer à être critiques. Nous ne sommes pas des sociologues critiques. Mais néanmoins, nous allons nous intéresser aux compétences critiques des acteurs. Et donc, nous allons faire une sociologie de la critique. C'est une des manières intelligentes par lesquelles Thévenot et Boltanski ont introduit la philosophie politique dans le projet sociologique, puisque la reconstruction des règles de ces compétences renvoie à des constructions sophistiquées comme celle de la philosophie politique. J'avoue que je n'ai jamais très bien compris cette oscillation entre la sociologie critique et la sociologie de la critique. Je pense qu'en tout cas, il y a une manière de mal la comprendre. Je pense que si on se contente de faire de la sociologie de la critique, on retombe, en fait, dans un projet qui se limite, en fait, en réalité, à la première dimension critique. En revanche, ce que je dirais, c'est que probablement, aujourd'hui, nous devons être des sociologues critiques avec les acteurs critiques. Et ce « avec » ne désigne pas une relation d'objectivation, ne désigne pas un rapport d'expertise. Donc la question devient la construction du rapport communicationnel entre le sociologue qui peut être effectivement critique, au sens où je l'ai dit, épistémologiquement et normativement, et des acteurs qui ont des compétences critiques. Comment construit-on ce rapport? Je vous renvoie, je vous propose, enfin, de discuter un jour, parce que vous avez le temps, un jour, le texte de Burawoy, président de l'Association américaine de sociologie, sur la sociologie critique. Ça a créé aux États-Unis un grand débat dans la profession des sociologues. Est-ce que la sociologie doit être publique ou non? 5 minutes, ça va. Et si vous voulez, Burawoy propose, c'est une manière de penser les choses, me semble-t-il, au moins 2 catégories pour penser le rapport entre le sociologue, que lui imagine critique, c'est sous-entendu, et d'autre part, le monde non sociologique, le monde de la société. Il distingue 2 attitudes. La première, c'est celle qu'il appelle policy-oriented sociology, et l'autre qu'il appelle public sociology. C'est assez intéressant de faire cette distinction. Dans un cas policy-oriented, vous avez un but, par exemple, lutter contre l'obésité, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure. Vous imaginez une agence Health and Safety aux États-Unis qui commande un travail à un sociologue. Il y a donc un but social qui est déterminé. Et à ce moment-là, le sociologue doit mettre en route, au fond, une sociologie évaluative. C'est-à-dire qu'il part, le sociologue, effectivement, de présupposés normatifs. Il faut éradiquer l'obésité. Et en fonction de cela, va construire un réel social, essayer de repérer des causes, des facteurs, des points d'intervention possibles, qui vont permettre de construire une objectivité et qui va permettre effectivement de rencontrer ces ambitions qui sont effectivement normatives ou prescriptives.
C'est une position. À ce moment-là, le but est fixé, pour ainsi dire, de l'extérieur. Mais une deuxième position, c'est ce qu'il appelle public sociology. Dans la public sociology, le sociologue se met véritablement avec un groupe. Et je dirais volontiers presque au service, un peu au sens de Touraine, au service des acteurs sociaux. Les exemples qu'on peut donner, c'est le sociologue suffisamment courageux pour aller faire une ethnographie des laveurs de vitres à Bruxelles pendant la nuit. À ce moment-là, il se met avec les acteurs sociaux et il rend visible une situation sociale qui ne l'est pas. Ou encore le sociologue qui va accompagner le mouvement des sans-papiers, qui va accompagner un mouvement écologiste, qui va fournir une expertise à la cause homosexuelle, etc. Donc là, vous êtes devant une figure de sociologue qui est avec son public et qui reste d'ailleurs tout à fait critique. Il n'y a pas de raison non plus de s'identifier à la cause militante. Je termine, parce que je vois que le président s'impatiente, en résumant. Il y a 3 significations. Au fond, ce sont les 3 grandes tâches de la sociologie. La première, c'est de décrire et d'expliquer le monde. La deuxième, c'est de juger le monde, de l'évaluer normativement. Et la troisième, c'est de le transformer. Si vous isolez chacune de ces composantes, vous tombez sur des pathologies de la sociologie. Si vous n'êtes que du côté de ceux qui veulent transformer, la sociologie cesse d'être une sociologie, ça devient un militantisme. Si vous êtes uniquement du côté de ceux qui jugent, la sociologie devient un moralisme. Nous en avons des exemples dans l'histoire de la sociologie. Je veux être généreux avec mes collègues. Mais le sociologue a parfois des tendances moralistes. Il perd de vue qu'il y a du réel. Et si vous isolez la composante cognitive, à ce moment-là, vous êtes tombé dans une sociologie qui est purement descriptive et explicative et qui prête le flanc à toutes les objections que depuis un siècle, inlassablement, mais manifestement, c'est très difficile à faire passer, on adresse au programme positiviste et scientiste. Donc voilà, je plaide donc pour une recomposition du projet sociologique autour de ces 3 moments fondamentaux. Merci. Merci beaucoup, Jean Demeun. Alors, nous avons une période d'échange avec le conférencier. Je remercie Jean pour avoir respecté ces 35 minutes bien précises. Donc, nous pouvons prendre une vingtaine de minutes de discussion, d'échange. Je vous demanderai, vous l'avez fait ce matin, mais on va reprendre, de vous nommer, de rappeler votre nom. Et comme ça, à la fin de la semaine, on pourra vraiment bien mieux se connaître. Alors, Jean Demeun a terminé avec les pathologies, une sociologie autre que le positivisme, le moralisme ou le militantisme. À vous, s'il vous plaît. Et je crois qu'il y a un micro que je vous invite à prendre. Ça va assurer l'enregistrement de vos questions et de l'échange. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup pour cette belle présentation. Moi, ma question, c'est de savoir si vous devriez donner un nom à cette sociologie-là qui découle de la fusion de ces 3 mois que vous avez, de ces 3 moments de la sociologie que vous avez identifiés. Lequel donneriez-vous? Quel nom? Vous me demandez de choisir dans la constellation des sociologues celui qui brille le plus. En fait, vous, ce que vous dites, c'est qu'il s'agit d'une fusion qu'on devrait faire. Oui. Ne pas isoler un type de sociologie au détriment d'un autre, au risque de tomber dans ce que vous avez identifié comme étant une pathologie. Mais là, il faudrait bien qu'à un moment donné, nous, sociologues, on se décide comment est-ce qu'on va dénommer cette sociologie-là? Comment est-ce qu'on va la... C'est ça, moi, ma question. La dénommer, c'est relativement facile. Pour moi, c'est ça la sociologie critique dans toute son ampleur. Mais la question plus difficile que vous me posez, c'est d'identifier un sociologue. Écoutez, ne croyez pas que je veux absolument échapper à la question, mais quand je passe en revue
les grands sociologues, on va en rester aux grands, hein. Au fond, ce qui est quand même frappant, c'est qu'il y a souvent un des trois volets qui est sous-estimé. Je vais vous donner un exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on peut comprendre pourquoi c'est sous-estimé. Ça, c'est intéressant. Si vous prenez, par exemple, Karl Marx, je pense que, évidemment, voilà un très grand sociologue, ça, c'est pas, je suppose qu'il y a un consensus. Incontestablement, Karl Marx a produit une science extrêmement solide de la société. Et cette science était très descriptive et explicative, à tel point que, honnêtement, on peut toujours utiliser, aujourd'hui encore, si pas toutes les thèses, en tout cas certaines thèses de Marx, sur séparation du travailleur et de ses outils, l'aliénation, bon, tout ça, c'est entendu. Deuxièmement, Marx a essayé de construire, dans sa vie militante autant que dans sa théorie, le rapport à la transformation du monde. Il s'agissait bel et bien de donner, d'être la conscience du prolétariat et de donner les armes théoriques au prolétariat. Il expliquait ça, pratiquait cela. Par contre, ce qui est frappant, c'est que le deuxième moment est très, très sous-développé dans la pensée de Marx. C'est-à-dire qu'à juste titre, Stephen Lukes avait fait un très bon livre là-dessus, si vous cherchez une référence, on peut dire que chez Marx, si vous voulez, le moment de la justification normative est au fond très peu développé. Ça a d'ailleurs toujours posé un problème dans la pratique. C'est quoi la notion d'égalité chez Marx? L'inégalité, on sait. C'est quoi la justice? C'est quoi le juste salaire? C'est peut-être pas le salaire du tout, mais alors c'est quoi? Un échange juste, non salarial. Quelle est la théorie de la justice de Marx? Quelle est d'ailleurs la morale de Marx? Marx pensait qu'au fond, il pouvait se passer d'une théorie morale. Alors pourquoi est-ce que... Maintenant, la question intéressante, si vous voulez, qu'il faut poser, c'est mais pourquoi pensait-il qu'il pouvait se passer de la morale? Et la réponse, c'est parce qu'il avait, lui, une philosophie de l'histoire. Et quand on a une philosophie de l'histoire, on peut faire confiance au réel. Il nous conduit toujours dans le bon sens, qu'on le veuille ou non. C'est ça la philosophie de l'histoire. Et donc Marx pensait qu'il suffisait d'être réaliste, de s'engager dans le combat qui allait être victorieux, inévitablement, pour que l'on soit moralement juste. Ça a conduit d'ailleurs à de terribles dérives. Parce que quand on n'est pas Marx, mais qu'on est un petit dictateur marxiste, ce genre de raccourci est absolument catastrophique. Et ce fut catastrophique. Parce que, bon. Mais donc, si vous voulez, nous, par rapport à ça, alors ce qui est intéressant, c'est de repérer notre propre position et dire, mais nous, on n'a pas de philosophie de l'histoire. Au contraire de Marx. Nous sommes désormais dépouillés de cette idée que le réel est rationnel, ultimement, ou qui va nous conduire vers le juste, bon. Et donc, nous sommes dans la situation historique où nous devons reconstruire de toutes pièces nos prérequis normatifs. Nous devons les expliciter. C'est ça d'ailleurs qui explique le fait qu'aujourd'hui, la philosophie politique, ça c'est vraiment, ça a été la découverte quand même. Hein. Si vous aviez dit à un sociologue des années 60, vous savez, dans 10 ans, dans 15 ans, le vrai champ prospère, émergent, créatif, intelligent en sciences sociales, c'est pas la sociologie, c'est la philosophie politique, il vous aurait ri au nez. Pourtant, c'est le cas. Rawls, Walzer, toute la discussion de la philosophie politique réémerge dans les années 70. Pourquoi? Parce que la philosophie de l'histoire s'est effondrée. Et qu'à ce moment-là, on cherche les normes ailleurs que dans le réel. Et nous devons nous ajuster à ça. Donc, on peut faire l'exercice, si vous voulez. Vous pouvez prendre Bourdieu. Bourdieu, c'est très intéressant, Bourdieu, parce que d'un côté, on peut dire que le premier moment est hyper développé. Le deuxième moment est souvent implicite, les évaluations. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Le troisième moment, passer par sa pratique, à lui, Pierre Bourdieu. Il allait dans les banlieues, hein, vous connaissez le célèbre film. Il allait parler aux gens. Et au fond, il avait cette idée que, au fond, c'était pas un vrai problème. Le problème de la transformation du monde n'était pas un problème interne à la sociologie. C'était un problème externe. Alors, pourquoi? Ben, probablement parce qu'il faisait une confiance démesurée à la science, Pierre Bourdieu, comme beaucoup de Français. C'est une tradition française. On fait confiance à la science. Donc, je pense que ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de revisiter avec cette grille les différents auteurs et de voir là où ils ont sur ou sous-développé une dimension et pourquoi. Parce qu'il y a des raisons. Si j'ai 4 demandes, là. Il y a une première ici, en arrière, André Petitpas et M. Ducret. Alors, Sébastien. Baptiste. Baptiste, pardon. Ben, je vous remercie pour la présentation. Je suis très content que vous vous référiez à la sociologie publique et puis à Barraway. Et puis que surtout vous le dépassiez, vous alliez plus loin d'un certain sens, parce que lui, quand il distingue les deux types de sociologie que vous avez distingués, sociologie publique et sociologie orientée, il en ajoute deux autres, sociologie professionnelle. Absolument, qui est critique. Euh, Mais c'était pour ne pas introduire oui, d'ambiguïté sur la notion de critique. Il parle de division du travail sociologique et il dit finalement c'est correct qu'il y ait des professeurs qui fassent juste de l'enseignement, de la recherche, qui soient des sociologues académiques, qu'il y ait des sociologues qui soient plus d'expertise pour l'État et des sociologues qui soient plus engagés publiquement et d'autres sociologues qui soient plus critiques. Or, vous dites que finalement, on ne peut pas vraiment séparer ces différentes étapes et que la démarche sociologique est intrinsèquement analytique, normative à un certain niveau et aussi à des visées finalement de transformation. Politique, ça, disons. Ça me semble un point important et qui manque un peu parce que finalement, il essaye peut-être de contenter tout le monde. Ma question finalement porte sur le fait que Barraway est assez flou sur sa définition de la sociologie publique. Une fois, il parle de sociologue tribun, finalement, qui va dans les tribunes, dans les médias, et il prend un autre exemple, il dit, oui, il y a des sociologues qui sont plus locaux dans des communautés, donc là, on pense un peu à d'autres types de recherche, comme la recherche-action. Mais fondamentalement, il ne fait pas une critique des méthodes de recherche en sciences sociales. Non. Et on a l'impression qu'il reste avec des méthodes très classiques de production de la connaissance. J'aimerais savoir si, pour vous, cette conception de la sociologie publique se traduit par des méthodes de production de la connaissance scientifique qui sont différentes, et qui vont dans le sens d'une association plus proche, ou une intimité plus proche avec les participants et ce qu'on appelle les objets ou les sujets d'étude finalement. Est-ce que vous allez jusqu'à faire de la sociologie participative par exemple? Bon, ben, je vous remercie pour cette question très difficile et à laquelle c'est vraiment l'objet d'une autre. Donc une fois qu'on a fait ce repérage, une fois qu'on a fait le repérage des trois moments, alors comment est-ce qu'on recompose une épistémologie? C'est ça la question. Alors, oui, effectivement. Donc ça, c'est, je pense, à l'horizon. Mais je dirais ceci. Juste quelques éléments comme ça, pour vous satisfaire un petit peu, vous frustrer du même coup. Premier élément, je pense que, voilà, j'adhérerais à l'idée qu'une sociologie évaluative mérite d'être prise au sérieux. Alors, vous savez, peut-être certains d'entre vous le savent, j'ai beaucoup travaillé sur Amartya Sen. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui est intéressant chez Sen? C'est pas que Sen est un économiste, c'est pas un sociologue, on est bien d'accord. Mais Sen a une idée très précise, qui est tout à fait passionnante. Il a comme idée que la construction d'un appareil scientifique, économique dans son cas, c'est un économiste rigoureux, qui prétend, il ne s'agit pas du tout de sortir ou d'être militant, il veut être économiste. Bon. La construction d'un programme scientifique rigoureux se fonde sur des concepts évaluatifs. Puis vous prenez un concept comme capacité, les gens ont des capacités, bien, évidemment, il y a une dimension descriptive. Vous les avez ou pas, les capacités, vous savez ou non parler le français, vous avez, etc. Vous avez ou non des amis, vous avez ou non... mais il y a une dimension normative à la notion de capacité. C'est ce que l'on devrait pouvoir faire. Donc la convocation dans la définition du concept du virtuel, de ce qu'on devrait pouvoir faire, et du déontologique, devoir, ce qu'on devrait,
pas seulement ce qu'on pourrait, ce qu'on devrait, se mêle inextricablement à la description et permet de générer un savoir objectif. C'est une science. On ne sort pas de l'objectivité pour autant, objectif, mais qui est pertinent pour répondre à cette question normative de justice. Bon, voilà. Alors ça, si vous voulez, à mon avis, c'est quelque chose qui mérite d'être valorisé en sociologie. Et plutôt que de se perdre à vouloir décrire le réel tel qu'il est, et de toujours échouer, puisqu'on valorise toujours, il vaut mieux partir de concepts qui sont clairement évaluatifs et annoncer pourquoi, alors de mener la justification sur deux plans. Sur le plan normatif, comme Sen le fait. Capacité, c'est une immense discussion dans tout le champ de la théorie de la justice, où on discute avec Rawls, Dworkin et compagnie, sur des raisons normatives. Et simultanément, poser la question des preuves. Comment est-ce qu'on va repérer les capacités? Est-ce qu'on va interroger les gens? On ne va pas les interroger? Qu'est-ce qu'on va leur demander? Etc. Donc, toute cette question méthodologique de description du réel, donc une question épistémologique. Donc, ça, si vous voulez, ça, évidemment, ça renforce, je suis désolé, mais ça renforce les exigences à l'égard de la sociologie, puisqu'elle doit jouer sur deux plans. Elle doit jouer sur le plan de la justification normative très sérieusement, et sur le plan et c'est comme ça qu'à mon avis, on va pouvoir construire une méthodologie qui soit à la hauteur, si vous voulez. Alors, ce que vous me demandez, c'est la question du rapport aux acteurs. Ça, c'est le troisième aspect. Alors ça, c'est une question effectivement très difficile. À mon avis, c'est juste une indication, ce n'est pas une vraie réponse. Je pense que c'est la question du rapport de communication qui doit être posée, et que cette question ne souffre pas d'une seule réponse. C'est-à-dire que la question de la position du sociologue à l'égard des acteurs est une question qui est, elle, très, très contextuelle. Très, très. Dans certains cas, je m'excuse de cette réponse de Normand, mais en même temps, ça montre aussi qu'au fond, on ne peut pas tout résoudre comme ça abstraitement. Il faut voir au cas par cas. Dans certains cas, il est justifié qu'un sociologue joue à Bourdieu et nomme le réel de haut. C'est justifié. Et dans certains cas, ce ne l'est pas, pour des raisons politiques. Donc, parce qu'il y a des groupes qui portent un regard critique. Donc, il faut se méfier absolument de toute réponse univoque à cette question. C'est le genre de question qui ne souffre pas, à mon avis, de réponse en dehors du contexte dans lequel elle se pose. Je renvoie à cet égard, d'ailleurs, aux réflexions très intéressantes de Michael Walzer sur la critique, quand il explique, oui, mais qu'est-ce que c'est... Enfin, Walzer répond grosso modo à Habermas en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces critiques avec leurs principes universels qui viennent dans des communautés locales où il y a des habitudes? La vraie critique, elle vient du bas. Mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Une critique doit être politiquement et contextuellement sensible. Et donc, moi, je m'abstiendrai de tout conseil universel à cet égard. Merci. Il y a deux interventions. Comme le temps passe, peut-être qu'on les prendrait successivement, et Jean se permettra de vous répondre en vrac. D'accord. Merci, Jean, pour ta contribution. Ma question va porter sur l'articulation qu'on pourrait faire ou que tu pourrais imaginer entre la sociologie à trois étages, là, ou trois moments, tels que tu l'as proposé, et puis la question de la pluralité. On a de la peine, les sociologues ont de la peine à se mettre d'accord sur ce qu'est le réel. Moi, j'ai fait l'expérience de donner un texte à 100 personnes, j'ai 100 réponses différentes à peu près. Quand on introduit la dimension normative, Weber l'a bien montré, la guerre des dieux, ça explose aussi dans la pluralité. Et on a de la peine à imaginer qu'on puisse même s'orienter dans une même direction ou qu'il y ait convergence. Et encore plus difficilement aujourd'hui qu'il y a peut-être quelques siècles en arrière. Et
quand il s'agit de se poser la question qu'est-ce qu'on va faire, dans quel sens on va orienter l'action transformatrice, je pense que là aussi, il suffit de regarder un peu la façon dont on se comporte en démocratie pour savoir qu'à un problème posé, il y a 1000 réponses possibles, ou à peu près. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sociologie qui explose, on va dire, en buisson pluraliste à chacune des étapes? Et comment marier l'une et l'autre? Tu as eu une petite phrase dans ta conférence où tu disais voilà, c'est pluriel, donc ça s'arrête là. Je pense que c'est pluriel et ça commence. Mais le problème, c'est comment marier tout ça. Voilà. Oui, bien sûr. Merci pour votre exposé. Je vais, pour animer un peu la séance et puis respecter les bonnes habitudes dialectiques de l'ISLF, prendre le contre-pied et donc me poser en contradicteur. En reprenant les 3 moments que vous avez magistralement exposés, je vous dirai d'abord mon accord avec les remarques faites sur le premier de ces moments-là. Il m'a semblé, moi aussi, toujours que cette appellation de sociologie critique, à laquelle vous donnez, vous, le sens qui vous appartient, était largement abusive dans le cas de Bourdieu et de son école, que jamais Bourdieu ne l'avait revendiqué lui-même, et qu'au fond, c'est Boltanski qui, autant il voulait, au moment où il paraît que c'est moins le cas récemment, il voulait se démarquer de celui qui avait été son maître, avait forgé creusement ce gouffre entre une sociologie critique, celle de Bourdieu, et la sociologie de la critique que lui entendait et voulait pratiquer. Donc là, je crois qu'on est à peu près d'accord, et je suis aussi également d'accord pour dire que la sociologie est toujours critique, puisque la sociologie est l'héritière des Lumières. Sur le 3e des moments, une sociologie doit contribuer à transformer le monde. C'est un jugement normatif qui ne peut se fonder que sur une norme, donc c'est un devoir-être qui se fonde lui-même sur un devoir-être. Donc on peut partager ou ne pas partager votre thèse. Elle n'a pas nécessairement une évidence universelle. C'est sur le second des moments que j'aimerais porter mes remarques. Et en reprenant l'exemple que vous avez donné, vous dites, pour Charles Taylor, il y a dans tout énoncé toujours sécrétion de valeur. Et vous dites, au fond, vous donnez un exemple, vous disiez, le chien est sur le paillasson, c'est un énoncé descriptif. Par contre, Pierre est lâche ou Pierre est courageux, c'est un énoncé à la fois descriptif et normatif. Or, il me semble que la réponse du sociologue dans cette situation-là, et quitte à passer pour un affreux positiviste retardé, c'est de s'interroger sur ce que c'est que ce concept de lâcheté. Autrement dit, on va dire dans un langage lazarsfeldien, essayer de trouver des indicateurs de la lâcheté qui permettraient d'en faire une mesure. En sociologie classique, on va dire, qu'est-ce qu'on a comme instrument d'objectivation? La comparaison. Est-ce que la lâcheté prend le même sens au Cameroun et en Suisse? On a l'histoire. On a une histoire de la lâcheté. Est-ce que la lâcheté, ça désignait une attitude qui, au XXIe siècle, était du même type que ce qu'on appelait lâcheté au XVIe siècle? On a les statistiques. Est-ce qu'on a des données statistiques sur le nombre de lâches dans une société donnée? On a les situations d'interrogation, d'enquête. Qu'est-ce que c'est que cette lâcheté? Quelles sont les situations où on va pouvoir l'observer? Qu'est-ce qu'il faut construire comme dispositif, en effet, méthodologique d'enquête et d'investigation sur la lâcheté? Bref, on a toute une série d'instruments qui nous permettront, au terme de l'enquête que l'on aura faite sur la lâcheté ou sur le courage, avoir une idée sociologique un peu plus précise et probablement éloignée du sens commun de ce qu'on dit quand on dit Pierre est lâche. Et au fond, nos concitoyens qui nous lisent et qui nous payent pour faire de la sociologie, en nous lisant et en nous payant, découvriront que ce que eux ils avaient désigné très rapidement du terme de lâcheté ou de courage a peut-être une autre acception possible compte tenu des résultats scientifiques de la sociologie. Donc moi je crois, et contrairement à votre conclusion, que l'impératif de neutralité axiologique, c'est la chose la plus difficile aujourd'hui en sociologie. Et je ne crois absolument pas que nous soyons dans une étape de la sociologie où dans notre travail de recherche, dans notre travail d'enseignement, on découte les étudiants de la sociologie en leur disant « ne vous engagez surtout pas ». Je crois au contraire qu'une des grandes difficultés de la pratique sociologique aujourd'hui, c'est d'atteindre cet impératif de neutralité axiologique, alors que de tous côtés, y compris dans nos universités, on est sans arrêt sommé de prendre parti pour telle ou telle cause, pour telle ou telle fraction de la société, pour telle ou telle minorité oubliée, pour tel ou tel genre dominé, pour tel ou tel colonialisme oublié, etc. Donc je crois qu'on n'est pas du tout dans le paysage que vous décriviez en conclusion, en tout cas
pas dans l'université dans laquelle moi j'enseigne, qui est l'université de Genève. Je vous remercie. Permettez-moi, le temps passe très vite. Chacun des conférenciers avec la discussion aura à peu près 1 heure. On a une petite pause aussi à prendre. Donc, je vais permettre à Jean Demeung de répondre aux 2 interventions et ensuite on aura l'occasion d'en discuter avec Jean tout au long des jours qui viennent. Bien, c'est dommage parce que ça devient... Je vais m'y enchaîner puisque avec la modernité. D'accord. Alors, donc, je vais peut-être commencer par la deuxième question qui est la plus directe. Donc, je pense, voyez-vous, que il faut effectivement se débarrasser de la neutralité axiologique. Ça ne signifie pas qu'il faut se débarrasser pour autant de la notion d'objectivité. Je distinguerai très nettement les deux et je préférerais substituer à la problématique de la neutralité axiologique une problématique de l'autonomie, ce qui n'est pas la même chose. Alors, premier point. Donc, je voudrais faire une comparaison qui va peut-être... Parce qu'en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf sur la conclusion que vous tirez de la description que vous faites du travail du sociologue. Je crois, comme vous, que le sociologue doit objectiver, disons, c'est-à-dire effectivement mesurer, comparer, s'engager dans toutes ces opérations et qui permettent d'éclairer un concept a priori confus, et de l'éclairer de manière objective avec des éléments empiriques. Donc nous sommes d'accord là-dessus. Mais je voudrais faire une comparaison, si vous voulez. Je crois que vous allez me comprendre. Ça sera plus facile de raisonner à partir du droit, ce discours juridique. Parce qu'il y a une analogie entre le discours juridique et le discours sociologique. Au fond, quand le discours juridique procède, voilà, et vous êtes un juge et vous devez déterminer si une personne est ou non coupable. Nous sommes bien d'accord que la notion de culpabilité est une notion normative dans le cas du droit. Être coupable renvoie effectivement à une série d'infractions qui sont elles-mêmes justifiées dans un discours normatif, etc. Donc il n'est pas douteux que nous sommes dans une science normative quand nous sommes dans le discours juridique. Mais, bien entendu, le problème du raisonnement juridique, c'est de parvenir à construire une objectivité qui va permettre de déterminer si oui ou non cette personne est coupable. C'est-à-dire que doit faire le droit, à partir de sa question normative, il doit passer à une construction explicative et normative qui va lui prendre beaucoup de temps. On va nommer des juges d'instruction pour ça. Il y a des magistrats spécialisés, enfin, qui vont construire le réel. Est-ce que ce monsieur, oui ou non, avait un poignard? Est-ce que oui ou non, il avait l'intention de? Est-ce que oui ou non, il est un fils d'une famille qui va expliquer, etc. Donc il y a toute une construction de l'objectivité au sens strict par le droit, mais ce qui est intéressant dans le cas du droit, c'est que c'est au service du jugement normatif. C'est exigé par le jugement normatif. Donc, si vous voulez, on peut dire que le droit n'est pas neutre axiologiquement. Bien sûr que non. Il aborde la réalité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une construction d'une objectivité judiciaire qui peut être contestée et qui donne lieu à beaucoup de débats de construction procédurale et méthodologique. Eh bien, en sociologie, c'est pareil. C'est-à-dire il y a des questions normatives qui nous taraudent, de savoir si, par exemple, un gouvernement est corrompu, si nous pouvons mesurer la corruption. Ce sont des questions entièrement normatives, au départ, et qui appellent une construction objective de la réalité. Donc, une mesure, il faut effectivement, à un moment donné, si on est sociologue de la corruption, par exemple, s'interroger sur le fait de savoir si, oui ou non, les transferts d'argent sont des indices de corruption, à quelles conditions, quels vont être les... Donc, tout ça, donc, on est d'accord là-dessus. Simplement, je trouve que ce qui est intéressant dans le cas de l'analogie avec le droit, c'est qu'on voit bien le moment normatif. Et ce à quoi j'invite les sociologues, c'est à reconnaître le moment normatif dans leur propre raisonnement, qui n'est pas
pour autant, comme dans le cas du droit, absolument contradictoire avec la construction d'une objectivité, si vous voulez, de la réalité. C'est pour ça que je vous dis, je suis d'accord avec le corps de ce que vous dites, hein, sur la mesure, la comparaison et tout ça, mais je n'en tirerai pas comme conclusion que nous devons être neutres axiologiquement. Ça, je ne tirerai pas. Et j'ajoute, hein, et je ne veux pas, que, alors, ce que vous dites sur la séparation et l'autonomie, effectivement, la vraie question n'est pas le sociologue est-il neutre ou pas. La question, c'est le sociologue est-il libre ou pas. Et ça, c'est une question politique. C'est-à-dire, est-ce que, tout en reconnaissant des dimensions normatives dans son raisonnement, le sociologue est libre de déterminer lui-même le contenu normatif, ou bien est-ce qu'il doit importer dans son champ toute une série de normes qui rendent la sociologie hétéronome? Et c'est le problème que pose toujours toute tentative de sortir du champ scientifique pour aller vers le réel. Et ça, je pense que c'est une question qui, effectivement, mérite réflexion dans le champ de la sociologie. Et donc, ma réponse est double. Hein. Objectivité ne veut pas dire automatiquement neutralité axiologique, et essayons de remplacer la neutralité axiologique par une problématique de l'autonomie. Ça serait ma tendance pour répondre à cette question. Oui. Alors, mais André Petita, il mérite quand même une réponse, parce que c'est une question très très difficile que j'ai très mal traitée, je le reconnais. Alors, je pense que sur la question de la pluralité, cette question se pose à différents niveaux. Il y a une question, je pense, qui est d'ordre quasiment ontologique. Est-ce que le réel est pluriel? Et je pense que ce n'est pas vraiment à notre disposition, cette réponse. Nous sommes rentrés dans une époque alexandrine, comme dirait Heidegger, où l'être est multiple. Nous ne pouvons plus penser l'être comme un. Ça, on pourrait développer longuement, hein, mais je crois qu'effectivement, quelque chose s'est produit dans ce qu'il faut bien appeler l'ontologie occidentale, avec l'introduction du principe de différence. Et la sociologie repose sur ce principe, comme effort, spécialement la sociologie contemporaine. L'être n'est que relation, mais ça veut dire que l'être est différence. C'est un niveau auquel on peut poser la question. Mais il y a un autre niveau qui est la question de la pluralité morale. La guerre des dieux, comme disait Weber. Bien, alors là, évidemment, c'est une question à laquelle le sociologue ne peut pas ne pas s'affronter, même s'il n'est pas équipé comme le philosophe pour la résoudre. Mais je pense qu'on ne fait pas effectivement de sociologie critique sans présupposer que tout n'est pas relatif dans le domaine de la morale. C'est un présupposé. Si vous posez que tout est relatif, il n'y a pas de sociologie critique possible. Il n'y a que des déplacements éventuels. Donc, dire que tout n'est pas relatif, ça ne veut pas dire que tout est justifié. Il y a probablement beaucoup de choses qui sont relatives, mais pas tout. Et là-dessus, il y a un enjeu pour une communauté scientifique. Est-ce que les droits de l'homme sont relatifs? Est-ce que on peut faire... Je suis sûr qu'on ne peut pas faire une sociologie critique sans supposer qu'il y a un noyau non relatif. Mais et là, si vous voulez, si la question de la pluralité est celle de la relativité des valeurs, je ne crois pas, honnêtement, que l'on puisse soutenir jusqu'au bout la relativité absolue de toutes les valeurs. Maintenant, pour répondre à cette question, on devrait s'engager dans une très longue discussion, alors, sur ce que sont les valeurs qui sont justifiées et celles qui ne le sont pas, et celles qui ne souffrent pas la justification. Bon, c'est la discussion, au fond, qu'a produite la théorie critique habermasienne. C'est la question clé de Habermas.
Je crois qu'effectivement, un effort de sociologie critique conduit inévitablement à cette discussion. Et il conduit inévitablement à la reconnaissance, quand même, au moins d'un noyau moral pratique, pas soumis à pluralité. Merci, Jean Demeunk. Ces questions et les réponses que vous apportez lancent superbement cette semaine de travail, de réflexion. Certainement qu'au cours des ateliers et autres conférences plénières, il y a une espèce de programmatique qui vient de se dégager et qui sera sans doute reprise. Alors, je vous invite, puisque nous avons mangé il y a quelque temps, à prendre une petite pause. Nous allons reprendre à 2 heures précises. Donc, dans 3 heures. À 3 heures précises. Hein, vous voyez comment... C'est 3 heures précises. Merci.